Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous et je suis morte de trouille. Il y a quelques mois, quand Christophe m'a gentiment proposé de venir témoigner devant vous, il m'a dit bon, il y aura à peu près 100-150 personnes. Et puis la deuxième fois, quand il m'a appelé, il me fait ah bon, il y aura 300-350 personnes. Et puis là, vendredi, il m'a dit bon, ben, il y en aura 450. Donc Christophe, heureusement que tu n'as pas fait ton feu de camp au mois de juillet parce qu'on aurait été 1000. Hein. Donc, bon, plus sérieusement, avec Michel, nous allons essayer de vous montrer en quoi la démarche que nous avons initiée chez GT Location en 2012 est une démarche à la fois engageante pour nos équipiers, mais également engageante pour nous deux. Alors plutôt que de vous décrire les grandes étapes de notre démarche, on a décidé de retenir 3 moments forts qui nous ont particulièrement impactés tous les deux et qui sont venus bousculer notre propre chemin de vie. Le premier moment fort, c'est le lancement de la démarche en 2012. Le deuxième moment important, c'est l'émergence de l'équipe RH auto-organisée. Et puis, le troisième moment que nous allons vous partager, c'est ce que nous vivons actuellement dans le passation de la direction. Mais peut-être qu'il est important de préciser un petit peu qui est GT Location et pourquoi nous nous sommes engagés dans cette folle aventure. Tout à l'heure, Christophe m'a fait un beau compliment. Il m'a dit « Tiens, aujourd'hui, tu es bien habillé ». Ça m'a touché. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Christophe a un col camionneur. Donc voilà le métier de l'entreprise qui consiste à prendre en charge le dispositif transport de nos clients, qui sont essentiellement des grandes entreprises. Nous sommes donc à peu près 1800 en France, répartis sur toute la France. L'entreprise s'est développée régulièrement. Elle a plutôt bien passé le cap de la crise de 2009. Et puis en 2011, une année noire. Je ne vais pas vous raconter en détail tout ce qui nous est tombé dessus. Sachez seulement qu'en l'espace de quelques mois, plusieurs d'entre nous ont été touchés dans leur santé. En novembre 2010, un de nos directeurs de filiale nous quitte, épuisé par son poste. Un mois après, un de ses collègues, lui aussi directeur de filiale, faisait un infarctus grave. En novembre, au mois de mai 2011, notre directeur technique, qui était malade depuis de longs mois d'un cancer, s'éteint le 28 mai. Le 25 mai, mon frère Eric, avec qui nous dirigeons notre groupe familial, apprenait qu'il avait lui-même un cancer avec un mauvais pronostic. Un mois après, notre directeur financier faisait un AVC. Ces mois de 2011 ont été l'occasion pour nous d'expérimenter ce qui est devenu une de nos 3 valeurs, le courage, que nous définissons ainsi: accueillir la réalité, nous remettre en question et innover. Alors, début 2012, le moment était venu de nous remettre en question, d'innover et de réinventer l'entreprise. Nous ne savions pas alors dans quelle aventure nous nous lancions. Alors moi, en 2012, où je sais que j'en suis? Eh ben, dans ma vie privée, j'ai décidé de faire autrement. Avant, j'étais dictée par sûrement des croyances de mon éducation, du style il faut absolument que je fasse le ménage toutes les semaines parce qu'autrement, ça veut dire que je suis sale. J'ai un jardin, l'entretien du jardin, il faut que ce soit moi-même qui le produise parce qu'autrement, ça veut dire que je suis une feignante. Et puis les comptes de la famille, bien sûr, c'est moi qui les fais parce qu'il n'y a que moi qui suis capable de les faire. Et puis un jour, je me suis dit stop, Carole, arrête. Qu'est-ce que tu as envie vraiment de vivre? Quel est le sens que tu veux donner à ta vie? Et là, j'ai pris un grand moment de recul et je me suis dit, ça va changer. Donc j'ai arrêté de faire le ménage toutes les semaines. Pour faire le jardin, j'ai pris quelqu'un pour m'aider. Et puis pour les comptes, c'est mon mari qui s'y colle. Ça, c'était pour ma vie privée. Du coup, ce changement que j'avais engagé, je me suis dit, mais ok, tu l'as engagé dans ta vie privée, mais comment tu peux également le vivre dans ton milieu professionnel?
en 2012. Ça fait 27 ans que je suis dans l'entreprise. Je connais bien l'entreprise sur le bout des doigts. Hein. J'ai fait le tour de mon poste et puis je suis en train de m'endormir un petit peu avec la belle endormie que j'étais location. Et puis un jour, Michel me parle d'un projet, d'une démarche qu'il a envie de lancer pour son entreprise et pour l'ensemble des équipiers de l'entreprise, qui est la démarche Grandir tous ensemble. Une façon différente de voir l'entreprise, une façon différente de travailler. Et là, je me dis, enfin quelque chose pour GT et enfin quelque chose qui va me correspondre. Pour ceux qui ont lu le livre de Vinit Nayar, on en parlait ce matin avec quelques-uns dans nos échanges, il décrit 3 types de salariés. Les âmes perdues, les attentistes et les transformeurs. Inutile de vous dire que quand Michel m'a parlé de ce projet pour l'entreprise, j'étais un transformeur 100%. Et on parlait de monter dans le train tout à l'heure avec les témoignages précédents. Moi, je suis la première à être montée dans le train. Non, peut-être pas la première, la deuxième, parce que le premier qui est monté dans le train, c'est Michel. Pour ma part, je garde un souvenir fort de ces premiers mois de 2012. Après tout ce que nous avions vécu en 2011, enfin, nous reprenions la main. Enfin, nous avions des projets. Les vacances d'été arrivent et de façon tout à fait inattendue, je vais vivre une expérience spirituelle forte. C'est très difficile à raconter, mais ce que j'en ai retiré, c'est une sensation de paix, de confiance. Alors, qu'est-ce qui s'est joué là? Depuis de nombreuses années, je craignais de lâcher ce que je maîtrisais. Je craignais de devoir renoncer à ce qui m'avait permis de réussir jusque-là. Or, au cours de l'année 2011, j'ai été confronté à la souffrance, à la détresse de personnes très proches. J'ai contacté mes propres limites, ma propre vulnérabilité. Et au fond, dans cette expérience spirituelle, ce qui s'est joué, c'est que, enfin, je consentais à ne pas tout maîtriser, à lâcher prise, à me laisser habiter par la confiance. Dans la démarche de transformation dans laquelle l'entreprise se lançait, je ne le savais pas encore, mais c'est une condition de réussite essentielle. Ces démarches, nous le savons, ça ne repose pas uniquement sur des processus, des pratiques, des choses tout à fait nécessaires, mais ça passe avant tout par la transformation, par la remise en question personnelle du dirigeant. Parce que les équipiers de l'entreprise ont besoin, pour vivre ce propre chemin personnel, de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui est déjà passé par ce chemin. Voilà pour l'année 2012. Alors, notre deuxième moment clé que nous voulions partager avec vous, l'émergence d'une équipe RH autonome, auto-organisée. L'histoire a commencé de la façon suivante. Septembre 2013, je propose à David, notre DRH, de prendre en main l'innovation au sein de l'entreprise. Et pour ce faire, je lui demande de renoncer à son métier, à son poste de DRH. De façon assez inconséquente, je rajoute, d'ailleurs, il n'y aura plus de DRH dans l'entreprise. Je pense qu'intuitivement, la personnalité de David, la maturité des personnes de son équipe rapprochée, dont Carole, m'ont poussé à cette intuition. Je n'imaginais pas combien cette invitation surprenante allait nous bousculer. Moi, le premier. Quelques jours après, nous travaillons avec David et avec Christophe sur, au fond, les perspectives qu'ouvrait cette réorganisation. Et là, je vais vivre une bascule importante. De façon assez incohérente, ou en tout cas avec une réelle ambiguïté,
là, il y avait la question qui, au fond, ces personnes, les futurs anciens collaborateurs de David, à qui vont-ils être rattachés hiérarchiquement? Et donc, de ma part, de façon oui, incohérente, je me disais, ben, ils vont rester rattachés à David. Et j'exprime ça sous une forme d'évidence. À la tête et à la réaction de Christophe, j'ai compris que ce n'était pas du tout évident pour lui, et même que c'était évident que, bien sûr, ces personnes ne devaient plus être attachées à David. Et là, je me trouve devant une forme de vide. Envisager que le service RH soit animé par une équipe de 5 personnes, autonomes, auto-organisées, sans supérieur hiérarchique. La représentation que je pouvais avoir à ce moment-là du fonctionnement de l'entreprise ne m'était d'aucune aide. Je contacte réellement la peur. Un silence s'installe entre nous trois. Je ressens la bienveillance, mais aussi l'exigence de Christophe. Je ressens la sérénité de David. Je reprends souffle. Ma décision est prise. Pour la première fois dans la vie de l'entreprise, nous aurons un service RH animé par une équipe autonome, auto-organisée. Je n'ai jamais sauté en parachute, mais je pense qu'en termes de sensations psychologiques, ça doit être de cet ordre. Quand Michel nous a réunis avec David pour nous annoncer que David allait prendre le poste de directeur de l'innovation, bien entendu, on était tous ravis par cette annonce. Et quand il nous a dit ensuite que il n'y aurait plus de DRH, là c'était autre chose. Moi, ma première réaction que j'ai tout de suite écrite quand on a écrit nos ressentis, c'était « Waouh ! Ça, c'est quelque chose ». Et puis très vite, le « waouh » posé, on s'est dit « Oh là là, mais dans quoi on s'embarque ? Est-ce qu'on va être capable ? Comment on va s'y prendre ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et nous, c'est bien nous, mais tous les autres de l'équipe RH, comment on va s'y prendre ? Comment on va faire ? Comment eux, ils vont réagir ? Pendant 4 ans, on a essayé de construire quelque chose de différent à la RH. On a essayé de vivre des choses différemment, d'inventer une nouvelle organisation, d'inventer des prises de décision différentes, parce que forcément, quand on est en collégial, on ne prend pas les décisions de la même façon, ça change tout. On a aussi veillé à notre collectif, mais surtout très important, en respectant les individualités de chacun. Alors, bien sûr, on a eu nos moments de joie, de grands fous rires, de « waouh, c'est génial ce qu'on fait !» Ah, vraiment. Michel emploie souvent le mot de pionnier. Oui, on était des pionniers. Mais qu'est-ce que ça a été difficile ? Qu'est-ce que ça a été complexe ? On a traversé des crises. On en a traversé 2, voire 3 grosses majeures en 4 ans. Donc vous voyez, ça fait quand même souvent. Et moi, dans tout ça, j'ai vu une réelle opportunité de vivre et de travailler différemment à l'AGT. J'ai osé faire des choses que je n'osais pas avant. J'ai accompagné des équipes et j'ai adoré ça. En fait, pendant ces 4 ans, je suis devenue moi-même, parce qu'avant, je ne l'étais pas. Bien sûr, cela demande d'une équipe auto-organisée, cela demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'agilité, mais ça demande surtout de la confiance en soi et dans la confiance que l'on donne aux autres. Souvent, je dis à mes équipes, quand on est en baisse de régime ou que ça ne va pas, et dont notamment la dernière crise qu'on en a traversée,
Je leur dis, vous savez, la confiance, c'est comme l'essence dans une voiture. Si on ne met pas d'essence, elle n'avance pas. Bien sûr, pendant ces 4 ans, nous avons été accompagnés parce que quand on vit une organisation, un changement d'organisation, un changement de posture comme nous les avons vécus au sein de l'ARH, les 4 responsables et l'ensemble des équipiers, il faut être accompagné, c'est indispensable. Et nous avons eu la chance d'être accompagnés par Marie-Claude, Marie-Claude Hu, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que j'embrasse très fort. Le rôle qu'elle a joué en nous accompagnant a fait que nous a construit, nous a fait ce que l'on est devenu et a fait ce que également moi je suis devenue. Excusez-moi, je suis un peu en parlant de Marie-Claude. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que sur ces 4 dernières années, je ne regrette aucune heure, aucune minute et aucune seconde de ce que j'ai vécu à l'AGT. Vraiment, aucune seconde je ne regrette. Alors aujourd'hui, nous allons vivre une nouvelle étape, puisque lors de c'était fin de l'année 2017, on s'est aperçu d'une limite dans notre organisation. On s'en est ouvert à Michel et on est en train de recruter une nouvelle personne qui va rejoindre l'équipe RH. Cette personne, au début, était identifiée comme un leader RH. Et puis, son profil de recrutement a un petit peu changé. On est plutôt sur un DRH nouvelle génération. Et je vous avoue que ça me questionne, ça me bouscule. Je suis à la fois confiante parce que tout ce qu'on a fait depuis 4 ans à la RH, c'est pas pour rien. Mais voilà, ça me bouscule. Ça me bouscule parce que je suis en quête de sens par rapport à cette nouvelle arrivée de cette nouvelle personne. Donc, ce qui me vient à l'instant, par rapport, Carole a bien posé l'enjeu de ce que nous vivons en ce moment, et ce n'était pas prévu au programme, mais si dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui souhaite rejoindre l'entreprise pour être ce leader RH, à la tête, aux côtés d'une équipe extraordinaire, n'hésitez pas à lui en parler. Non, mais sérieusement, c'est... Voilà. Donc, après avoir abordé cette étape, la 3e étape, c'est notre actualité. La préparation de la transmission de la direction générale. Dans une ETI familiale, la transmission d'une génération à l'autre est un moment clé de la pérennité de l'entreprise. Et c'est quelque chose de bousculant. Alors, nous allons vous dire comment l'un et l'autre nous vivons ce moment. Alors, vous l'avez compris, je suis dans l'entreprise depuis de nombreuses années et je partage un chemin de vie professionnelle avec Michel depuis également de nombreuses années. Donc, je sais combien c'est important pour lui, cette passation de direction. D'autant plus important que c'est Mathieu, son propre fils, qui va reprendre le flambeau. Je sais aussi quel est l'enjeu pour Mathieu. Le poids que ça peut représenter pour lui, cette passation. Et d'autant plus que Mathieu a vécu l'AGT depuis tout petit au travers de son papa. Alors vous allez me dire, puisque tu sais tout ça, ça ne devrait pas te poser de problème. Eh bien si. Mais si, ça me pose un problème. Ça me bouscule, ça me questionne. C'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que Mathieu va reprendre
la démarche engagée par Michel? Est-ce qu'il va garder la même vision qui a été co-construite avec l'ensemble des salariés il y a 2 ans? Comment je vais me situer demain chez GT? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais avoir les compétences? Bien entendu, quand on change de direction et qu'on change en plus de génération, parce que Mathieu est jeune, on sait qu'on ne va pas travailler différemment, on le sent déjà. Il y a des exigences qui sont en train, et des choses qui sont en train de s'accélérer, des nouvelles exigences qui sont en train d'être posées. Et elles ne sont pas toujours très claires pour moi. Et j'ai vraiment du mal à me positionner, à me dire qu'est-ce que tu vas faire chez GT demain, Carole? Est-ce que cette organisation que l'on a mis en place au niveau de la RH pendant 4 ans et toute l'énergie qu'on y a dépensée, les joies, les larmes, les émotions, est-ce que tout ça va rester? Est-ce que tout ça va changer? En fait, cette transformation, même si je connais bien à la fois Michel et Mathieu, elle n'est pas facile à vivre, pour moi. Merci, Carole. Ouais, excusez-moi. C'est vrai que l'authenticité, la sincérité de Carole me touche. Ça montre combien, oui, la transmission du leadership dans une entreprise familiale, je pense dans toute entreprise, c'est quelque chose qui est bousculant. Alors comment je vis ça? J'ai réalisé en réfléchissant à notre rencontre qu'en juin dernier, il y a eu une forme de synchronicité. Plusieurs événements se sont rassemblés qui m'ont aidé dans mon propre cheminement. Tout d'abord, il y a eu ton invitation, Dominique des éditions Diathéno, invitation tout à fait inattendue d'écrire un livre sur l'aventure de transformation de GT. Et dans cette préparation de la transmission du leadership, j'ai vu ça, je pense que ce n'est pas arrivé par hasard à ce moment-là. Quelques jours après que nous soyons vus, nous dînions avec une amie qui nous parle, qui fait partie de l'équipe de direction d'une équipe en transformation, en réinvention. Cette amie nous partageait la difficulté de son patron à se laisser bouger, se laisser transformer par le mouvement même de l'entreprise. Et je me suis laissé, j'ai été interpellé, par cette conversation. Moi-même, dans quelle mesure je suis un frein à la transformation de GT Location? Dans la phase de développement très rapide, très soutenue que nous vivons, dans cette nouvelle étape de la réinvention de GT Location, à quel changement personnel, à quelle transformation personnelle suis-je appelé? Et pour répondre à cette question, m'est venu un peu comme une forme d'évidence que le moment était sans doute venu de faire le parcours Toscane. J'en parle avec Christophe, et l'accueil chaleureux qu'il a fait à ma demande m'a confirmé dans cette orientation. Oui, mon rôle et ma posture changent et vont continuer à changer. Et ce n'est pas facile. Là encore, le chemin s'invente chaque jour. La transmission devient elle-même un travail de création. Et pour mettre en perspective cette étape que nous vivons, me sont revenues ces magnifiques paroles du poète allemand Hölderlin. Dieu a créé le monde comme l'océan a créé le rivage, en se retirant. Voilà, avec Carole, on a essayé de vous exprimer 3 moments clés de notre cheminement. Ils illustrent combien la réinvention d'une entreprise vient croiser, parfois percuter, bousculer nos propres chemins de vie. Et je vais conclure par cette phrase que Lisa, notre amie québécoise, qui malheureusement n'est pas là ce soir, aime à nous redire. Les choses de la vie ne s'apprennent pas, elles nous surprennent. Alors laissons-nous surprendre.